Quand j'étais un enfant à Milan, j'étais un enfant d'appartement et en montagne, je devenais un enfant sauvage qui jouait dans les forêts, dans les prés, sur les ruisseaux. Et c'était des souvenirs très heureux pour moi. C'est le lieu de mes racines, de mes souvenirs avec mon père. C'est un lieu qui signifie beaucoup de choses pour moi. Auteur, autrice, éditeur, éditrice ou encore illustratrice, illustrateur. Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayère à Rennes, donne la parole aux auteurs et aux acteurs du livre. Ce qui se lit, entre vous, Paolo Cognetti, auteur, Raffaella Libart, éditrice, et Anita Rochedi, traductrice. C'est l'équilibre. La félicité du loup, c'est le titre de votre livre, Paolo Cognetti, paru aux éditions Stock dans la collection Cosmopolite au mois de décembre 2021. L'histoire se déroule au cœur de Val d'Aoste. Fausto et Silvia démarrent la saison d'hiver en tant qu'employés du restaurant Le Festin de Babette, situé dans une petite station de ski à Fontana Fredda. Avec Fausto, Silvia, vos personnages principaux, mais aussi avec Babette, Santorso, Pazang, Dufour, nous découvrons le quotidien à la montagne, la beauté des paysages, la rudesse des hommes, la fragilité et la force de la nature. Nous assistons au retour des loups, aux caprices des saisons. Nous percevons la singularité des sentiments, des émotions de vos personnages et nous voyons leur équilibre s'y dresser sur les pentes raides, enneigées ou glacées. Un équilibre que vous avez certainement aussi trouvé avec votre éditrice Raffaella Libart, dont la traduction d'Anita Rochedi est celui qui se fera à distance à l'instant présent pour la réalisation de ce podcast. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour, Paolo Cognetti. Bonjour. Pour vous, qu'est-ce qu'est une histoire qui se tient en équilibre? C'est une question très importante pour moi parce que toute mon écriture est fondée sur ce subtil équilibre entre la simplicité de l'écriture et la complexité de la vie humaine. Et donc, je raconte des choses. Les choses à raconter sont difficiles, la vie, c'est compliqué, mais je crois en une écriture très simple, très claire. Et donc, mon travail, c'est de chercher cet équilibre entre les mots et la vie. Est-ce que le rapport avec cette pente raide et l'équilibre de votre livre imposait une écriture qui se passe dans la montagne? Oui, ça imposait une écriture du paysage, que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Les paysages dans une histoire, pas comme un dessin qui reste derrière les personnages, derrière l'histoire, mais comme un vrai personnage vivant, donc un paysage vivant qui fait partie de l'histoire. C'est important, comme Fausto, Babette, Silvia, etc. Il y a cette montagne, il y a les forêts, il y a les glaciers qui sont des personnages. Donc, mon grand aventure comme écrivain, c'était chercher d'écrire les paysages en les faisant vivre. Vous, Raffaella Libart, vous êtes éditrice et quand le projet s'est présenté à vous? Le choix de publier ce livre, en fait, c'est un peu imposé comme une évidence puisque c'est le 4e livre de Paolo que nous publions dans la Cosmopolite, puisque le premier livre que nous avons publié en septembre 2017 était son précédent roman, Les 8 montagnes, qui a connu un très grand succès. Qui a eu un très grand succès, reçu notamment le prix Médicis en 2017. Et ça a été le début d'une relation auteur, traducteur, éditeur assez formidable, je trouve, et d'une aventure qu'on a eu bien évidemment envie de poursuivre. On a publié ensuite, après Les 8 montagnes, nous avons publié un récit de Paolo qui s'appelait Sans jamais atteindre le sommet, puis ses carnets de New York, et maintenant, donc voilà, ça s'est fait tout naturellement de publier son nouveau roman, son nouveau texte, et bien évidemment dans la collaboration avec Anita Rochedi, c'est imposé de la même façon. Cette relation, Anita Rochedi, vous aviez déjà? La relation de traductrice-auteur s'était déjà établie avec Le Garçon sauvage, donc une année avant Les 8 montagnes, quelque chose comme ça. Et donc c'est à partir de là que le travail a commencé et cette recherche d'équilibre et de vérité, de simplicité derrière les mots de Paolo. Une recherche qui se poursuit avec La félicité du loup. Et j'ai compris l'importance, évidemment, pour tous les auteurs, toutes les autrices,
chaque mot compte, mais j'avais l'impression que pour Paolo Cognetti, il comptait encore plus. Et que derrière cette simplicité, il y a tout un travail. Et oui, c'était donc une grande responsabilité que d'essayer de la retrouver. Paolo, J'utilise les choses très concrètes, les choses de la montagne, comme les arbres, les animaux, mais aussi les odeurs. Là, on a un écrivain, Fausto, qui, par hasard, commence à faire les cuisiniers chez un petit restaurant de montagne. Et donc, dans sa vie qui était faite d'idées, de mots, d'abstractions, il commence à prendre la vie des choses concrètes, la vie d'une cuisine, préparer à manger pour les montagnards, pour les ouvriers. Et la même chose se passe dans les romans. Les choses compliquées de la vie de Fausto, il avait quitté une femme à Milan et un travail et toute sa vie précédente. Les choses deviennent, ces journées deviennent très concrètes et une simplicité, une clarté arrive lentement dans sa vie, dans laquelle il comprend ce qui est important pour lui, un nouveau amour, une nouvelle amitié, un nouvel lieu, endroit appelé maison chez lui. c'est un amour plus ou moins naissant. On peut même peut-être pas dire amour d'emblée. Il y a aussi ce mélange entre l'amitié. Oui, c'est un amour un peu comme un petit refuge. Cet hiver, et on est à 1800 mètres. Là-haut, la température peut arriver à 20-25 degrés sous le zéro. J'habite là-haut pour partie de l'année. Et Sylvia, c'est plus jeune que Fausto. Fausto a 40 ans, Sylvia en a 27. Et donc, pour lui, c'est la fraîcheur aussi de la jeunesse. C'est quelque chose de nouveau, de frais. Et pour passer l'hiver et la solitude de l'hiver, ils se rencontrent, ils se donnent un peu de chaleur. C'est un amour très semblable à l'amitié. Deux âmes, deux êtres humains qui se rencontrent et se donnent un peu de compagnie, chaleur, compréhension. Comme un petit refuge qu'on rencontre en montagne, quand il y a beaucoup de neige, on trouve un endroit chaud avec une poêle allumée, excusez-moi. Tous les lecteurs français ont la chance de pouvoir lire les livres de Paolo dans une traduction, et je le dis pas parce que Anita est en face de moi, qui sont des traductions extraordinaires, qui sont d'une justesse. Tu veux dire, moi j'ai la chance de pouvoir lire en langue originale, donc je lis toujours d'abord évidemment les livres de Paolo en italien, et puis quand je relis la traduction, c'est absolument fascinant de voir à quel point j'entends la voix de Paolo, j'entends la même voix, que je l'entende en italien ou en français, bah c'est la même, et ça c'est vraiment assez rare, je dirais, à ce niveau-là, d'arriver à un écho parfait entre les deux langues. Oui, Anita. Je peux peut-être préciser que j'ai la chance d'être relue par Paolo. À chaque livre, ça s'est fait comme ça. Et ça se passe bien. C'est-à-dire que c'était une relecture basée sur la confiance, avec une discussion, beaucoup de discussions, beaucoup de questions, et un bel échange. Et sans pour autant que l'un empiète sur le terrain ou la langue de l'autre. Et je crois que c'est pour avoir discuté avec d'autres traducteurs et d'autres traductrices, c'est assez précieux et plutôt rare. Donc j'ai une grande chance de ce point de vue-là. Oui, Paolo. Je voulais dire, moi aussi j'ai de la chance, je suis le troisième avec de la chance ici, parce que je crois que c'est assez rare d'avoir une relation d'amitié entre éditeurs, écrivains, traducteurs. Et soit Anita que Raphaël sont venus plusieurs fois chez moi en montagne. La première fois, Anita, elle avait lu le livre Les Garçons sauvages en italien. Le livre n'avait pas été traduit en français ni aucun autre langage. Elle est venue me dire qu'elle avait trouvé le livre, elle le voulait traduire et aussi chercher un éditeur pour moi. Et donc elle est restée en montagne plusieurs jours. On a travaillé ensemble, on a aussi discuté sur les mots, sur les idées. Et donc, c'est un travail très, très beau parce que je peux lire le français, je ne peux pas lire les autres traductions, sauf l'anglais. En anglais, c'est très différent, c'est très difficile pour moi parce que l'anglais n'a pas la langue de la montagne, pendant que les Français partagent avec l'Italie les Alpes. Donc, on a les mêmes endroits, on a les mêmes montagnes, on a les mêmes montagnards aussi. J'écris beaucoup de travaux de la montagne, de la vie quotidienne de la montagne.
et trouver un langage que c'est seulement l'autre côté de la même montagne, pour moi, c'est très intéressant parce qu'on trouve beaucoup de liaisons, aussi des différences, et c'est précieux de pouvoir travailler sur tout ça pour quelqu'un qui travaille avec les mots comme moi et Anita. Anita, est-ce que cette montagne, vous étiez un peu acclimatée? Vous étiez dans une démarche de la découvrir? Des choses qui ont pu vous aider dans votre travail de traduction que vous avez besoin de faire? Déjà, moi, ce qui m'a attirée chez le travail de Paolo, dans son écriture, dans ses récits, c'est pas d'abord les montagnes, c'est plutôt le souci d'une écriture documentaire, la proximité avec les personnages et la quête de liberté de ces personnages, etc. Après, la montagne en soi, c'est un environnement qui m'est familier. J'habite en Suisse. Elles sont très proches. Et, je suis vraiment au pied des franches montagnes, là. Et donc, c'est un univers familier jusqu'à une certaine hauteur. C'est-à-dire que pour moi, les glaciers, je suis un peu comme Sylvia, j'ai pas mis les pieds... Enfin, je l'ai vu de loin, mais je n'ai pas encore franchi J'y perçois plus une menace qu'un attrait. Et donc, j'ai dû faire appel à des amis plus aguerris pour relire les passages plus sportifs et donc, entre guillemets, plus casse-gueule même pour la traduction. Et de ce point de vue-là, je suis bien entourée. Nous avons parlé de la réalisation de ce podcast à distance. Donc, vous êtes en ce moment même en Suisse. Raphaël est à Paris. Et vous, Paolo, où êtes-vous? Maintenant, moi, je suis à Milan. Je partage ma vie entre la montagne, les Alpes, la Vallée d'Aoste, très près de la frontière avec la Suisse et la France. Et Milan, c'est la ville où je suis né et où je vis encore. Votre livre est un roman, mais est-ce qu'il y a beaucoup de choses que vous avez mis de vous dans cette histoire? Mais oui, mais comme toujours les écrivains, je crois, on ne peut pas s'inventer avec seulement la fantaisie un monde, une histoire, des personnages, ou peut-être quelqu'un est capable de le faire. Moi, je suis seulement quelqu'un qui prend de la vie, sa vie, ses amis, ses endroits, les expériences, les souvenirs, et avec ces procès un peu mystérieux, les transforme dans un roman. Raphaël, quel a été votre premier sentiment lorsque vous avez découvert La félicité du loup? Un grand sentiment de joie parce que j'attendais ce texte, Paolo m'en avait parlé, je savais que de toute façon c'était un texte que j'aurais envie de publier, mais je savais pas du tout, je m'inquiétais pas à l'idée de l'aimer ou de ne pas l'aimer, mais on est toujours, il y a toujours une petite appréhension, je pense, de l'éditeur qui découvre un nouveau texte d'un auteur qu'il suit et de se dire qu'est-ce que ça va être, est-ce que je vais autant aimer que le précédent. En plus, la barre était très haute puisque le précédent roman de Paolo que j'avais lu et édité était Les 8 montagnes que j'avais vraiment adoré. Et je dirais que la lecture de La félicité du loup, ça a été une grande félicité, une grande joie, un bonheur de se retrouver dans son écriture d'abord, dans ce lieu qui m'est familier par les livres et aussi parce que j'ai la chance d'y être déjà allée, de retrouver dans tous ces personnages magnifiques et tellement humains et tellement vrais des gens que j'ai rencontrés en chair et en os également, et de retrouver toute la poésie parce que Paolo l'a dit, il cherche à écrire d'une façon, c'est à la fois simple, mais c'est une simplicité qui est emplie de poésie à chaque mot, que ça soit dans les descriptions de la montagne, de la nature, des paysages, mais aussi même dans le quotidien le plus concret, c'est toujours rempli d'une poésie, et il arrive à transcender la banalité du quotidien en quelque chose d'infiniment beau et d'infiniment, je trouve, universel. Il réussit à faire en sorte que chaque lecteur se l'approprie, se retrouve dedans et trouve sa porte d'entrée et sa propre lecture du livre. On a l'impression que le livre, d'une certaine façon, il fait en sorte que le livre nous appartienne à nous, lecteurs. Et ça, c'est très rare et c'est très beau. Il y a aussi une façon magnifique que vous avez créée de rendre hommage à certaines œuvres, notamment avec le nom de restaurant et aussi à certains auteurs dans le livre. C'était important pour vous? Oui, c'est important de laisser une trace des œuvres des maîtres qui m'ont pas seulement inspiré, je dirais appris à écrire.
Et donc, d'une façon plus ou moins évidente, je mets Carver, je mets Hemingway, je mets Karen Blixen, etc. Pour lui rendre hommage, pour le remercier, mais aussi peut-être dans l'espoir qu'un jeune lecteur les découvre à travers moi. Ce serait un grand honneur qu'un jeune lecteur ou lectrice qui ne connaît pas Karen Blixen voit Le Festin de Babette, découvre que avant d'être un film, c'était une nouvelle, un conte de Karen. Et va les chercher, va les lire. Donc, parce que c'est ce qui est passé à moi. Quand j'étais un jeune lecteur, je cherchais un peu comme un aveugle les écrivains, les livres. Et quelquefois, dans un livre, je trouvais les références à quelque chose d'autre. Et donc, si je peux aider dans cette recherche, dans cette exploration, les jeunes lecteurs, je suis content. Allez-y, Anita. Je peux ajouter que le fait que Paolo Cognetti sème des textes de ses maîtres dans ses propres textes, ça me fait tout un matériau dans lequel je peux puiser pour chercher les mots. Parfois, il y a même des citations inconscientes qui peuvent être faites. Et c'est très troublant de s'en rendre compte quand on baigne dans du texte et qu'on trouve exactement un passage ou un mot qui permet de tout débloquer, qui peut être comme un mot-clé qui donne accès à un labyrinthe ou je sais pas. Et voilà, ça vous permet de rentrer encore plus en fait dans l'univers de ce que vous devez traduire. Tout à fait, et ça nous conforte dans des choix aussi. Et j'aime beaucoup quand je parle à des jeunes étudiants de ce métier, de leur expliquer qu'un derrière un texte, derrière un livre, il y en a une dizaine, voire une quinzaine d'autres. Il y a en tout cas tous ceux qui ont nourri l'écriture d'un auteur. Et je trouve indispensable de s'en nourrir aussi, dans la mesure où on a le temps, pour faire cette traduction. C'est quoi pour Paolo le temps de l'écriture de ce livre? J'ai pensé à cette histoire depuis des ans, parce que l'histoire est née parce que j'ai commencé à rencontrer des femmes et des jeunes femmes en montagne, dans les refuges, dans les restaurants. Dans ma narration de la montagne, il n'y avait pas trop de femmes avant. Dans les 8 montagnes, c'est presque seulement une histoire de jeunes hommes. Et donc, je voulais raconter la féminilité de la montagne. Et j'avais commencé à penser à cette histoire, mais c'était pas facile de la commencer à écrire parce qu'après les 8 montagnes, après un grand succès, c'est pas facile à commencer. Un poids sur les épaules. Et, il faut s'en dégager. Oui, et puis c'est arrivé le Covid. Et donc, comme d'autres écrivaines, je suis un des écrivains qui dit que le Covid, l'isolement, le confinement ont aidé à écrire, à travailler. Pour moi, c'est vrai. Je pouvais seulement rester à la maison. C'était printemps 2020 avec ma femme. Et j'avais cette nostalgie de la montagne parce que je ne pouvais pas y aller. Et j'ai commencé à me lever le matin et à écrire cette histoire avec l'idée d'aller en montagne avec l'écriture. Et donc, cette idée du refuge que je disais, c'était aussi l'écriture qui devenait un refuge pour moi dans ces moments difficiles, pour moi et pour tout le monde. Et donc, ces besoins d'air, de liberté, de plein air qu'il y a dans les livres est né pour tout cela. Pourquoi plus la montagne que la mer pour vous? C'est seulement ma vie. Quand j'étais un petit enfant, mes parents avaient choisi la montagne pour l'été. C'était mon endroit de l'été. On partait de Milan fin de l'école, fin de juin, et j'y restais pour tout l'été. Donc, quand j'étais un enfant à Milan, j'étais un enfant d'appartement. Et en montagne, je devenais un enfant sauvage qui jouait dans les forêts, dans les prés, sur les ruisseaux. Et c'était des souvenirs très heureux pour moi. Donc, après les 20 ans, j'ai abandonné, quitté la montagne pour des années parce que ça se passe aux jeunes découvrir des autres endroits. Mais après les 30 ans, je suis revenu en montagne pour chercher cette félicité perdue. Et donc, c'est le lieu de mes racines, de mes souvenirs avec mon père. C'est un lieu qui signifie beaucoup de choses pour moi. Mais
Si Les Huit Montagnes, c'était un livre avec une montagne un peu plus romantique, la montagne d'une relation avec le père, d'un meilleur ami, etc. La Félicité du loup, c'est beaucoup un livre de montagne contemporaine, un livre de travail. Les travaux de la montagne m'intéressaient beaucoup. Donc, c'est pas une montagne symbolique, c'est pas une montagne rêvée, c'est une montagne réelle qui existe. Et c'est aussi assez près de notre ville. Et quand je pars de Milan, en 2 heures de voiture, je suis à 2000 mètres dans mon petit village. Grenoble, Turin, Lyon sont toutes les villes qu'on a vraiment avec la montagne. On voit les montagnes des boulevards de Milan. Et en ville, on ne pense pas qu'il y a des gens qui vivent vraiment là-haut, mais il existe encore. Ils ne sont plus les anciens bergers, les anciens montagnards, etc. Ils sont des montagnards d'aujourd'hui, qui font les travaux d'aujourd'hui. Ils ne sont pas très racontés dans la littérature, parce que notre littérature est très ville-centrique, la littérature de Paris, la littérature de Milan, de Rome, pas trop de littérature des Alpes. Et donc, j'ai voulu le faire, raconter au monde qu'il y a des gens qui vivent là-haut et comme ils vivent. La félicité du loup, c'est votre félicité? C'est vous le loup? Je suis un loup qui désire devenir un arbre. Et la félicité du loup, c'est la félicité de quelqu'un qui peut seulement aller, partir, voyager et chercher la félicité comme ça, une félicité nomade. Mais c'est aussi la jeunesse pour moi. Et donc, je suis en train de chercher une félicité plus adulte ou d'un âge suivante de la vie, qui est la félicité de l'arbre qui reste, qui met ses racines et qui commence à construire quelque chose d'important où il est, sans devoir partir pour être heureux, mais il peut être aussi heureux en restant. Avec la graine qui tombe et s'en accommodant en fait de l'espace dans lequel il est germé, comme on peut trouver d'ailleurs dans votre livre. C'est très beau. Est-ce que vous, Paolo, pourrez faire une petite lecture? J'éprouve cette impression de second souffle qui peut donner un paysage nouveau et que je n'éprouvais plus depuis longtemps. Les paysages auxquels tu t'es habitué procurent une sensation différente de familiarité ou d'oppression parfois. Mais en vérité, tu ne les vois même plus, sauf quand tu rentres dans un voyage ou à travers les yeux d'un nouveau venu. Et tu ne peux t'empêcher d'avoir un peu de regret en repensant à l'époque où toi aussi, tu étais nouvelle. Et nouveaux étaient les yeux avec lesquels tu regardais. Avec le temps, tout devient normal, les belles choses comme les plus laides. Les mauvais goûts des humains ne t'en supportent plus autant et l'élégance de la terre t'accompagne seulement. Pourtant, je reste persuadé que seul celui qui s'habitue est vraiment capable de voir, car son regard ne s'embarrasse plus des sentiments. Les sentiments sont des vers colorés, ils trompent l'œil. Tu connais ces dictons zen qui parlent des montagnes? Il dit « Avant de m'initier au zen, les montagnes n'étaient pour moi que des montagnes, et les fleuves des fleuves. Quand j'ai commencé à pratiquer, les montagnes n'étaient plus des montagnes et les fleuves n'étaient plus des fleuves. Mais quand je suis arrivé à la connaissance, les montagnes sont redevenues des montagnes et les fleuves des fleuves. Il me semble que nous sommes bien placés, toi et moi, pour comprendre cette fable, parce que ce lieu est chargé de significations que nous lui avons données. Les significations sont là, entre les champs, les bois et les cabanes en pierre. À l'époque où la montagne était pour moi synonyme de liberté, je voyais la liberté jusque dans les vaches au pré. Mais la montagne ne signifie rien en soi. Ce n'est qu'un tas de cailloux sur lesquels l'eau coule et l'herbe pousse. Aujourd'hui, elle est devenue pour moi ce qu'elle est. C'est formidable, je vous remercie infiniment. Merci Paolo Cognetti. Merci Juliana. Anita Rochedi, merci. Merci Juliana. Et vous, Raphaël Libart. Merci à vous. Merci. Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayeur avec Paolo Cognetti, auteur, Raphaël Libart, éditrice, et Anita Rochedi, traductrice.
qui parle du livre de Paolo Cognetti, La félicité du loup, paru aux éditions Stock. Merci à l'équipe Le Fayeur d'avoir organisé cette rencontre. Ce podcast a été réalisé par Juliana Alain pour la librairie Le Fayeur. Le podcast vous a plu ? N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous suivre sur les réseaux sociaux.